contractions. C'est Lola Didi Family cette semaine, c'est la 36e semaine. Et on va jusqu'au bout cette semaine. Et on va jusqu'au bout. Nous voici donc en semaine 36, vous l'aurez compris, ce podcast signe la fin de mon récit. Mais avant, je te rappelle que le podcast est disponible sur Spotify et qu'il y aura du contenu exclusif qui ne parlera pas forcément de maternité tous les vendredis à 8h. Si j'avais une phrase pour résumer cette grossesse, ce serait faux départ et maladie. Cette semaine 36 n'a pas dérogé à la règle. C'était un vendredi soir. Je me rappelle encore de l'adrénaline que nous avons ressentie ce soir-là. J'avais compris que le soir, même si je me reposais toute la journée, le soir, c'était la valse des contractions. Souvent, elle s'arrêtait après un bon bain chaud, quelques médicaments, tu connais maintenant le fameux combo. Ce soir-là, j'ai senti, je pense, les vraies premières contractions de travail. Je ne pourrais pas décrire ce qu'est une contraction au niveau du ressenti, au niveau sensitif et sensoriel. Ce n'est pas quelque chose qui se raconte. Malheureusement, c'est quelque chose qui se vit. J'ai recherché beaucoup tout au long de ma grossesse pour comprendre quand ce serait bon, quand ça serait les bonnes. Ce soir-là, je peux juste décrire ce que nous décrivent les sages-femmes au niveau physiologique. J'ai ressenti l'ensemble de mon ventre se durcir, une barre dans le dos, la tête de bébé qui appuie en bas. J'ai été tétanisée. À chaque contraction, moi qui pensais gérer avec Afid, j'étais tétanisée. J'avais besoin d'exprimer à haute voix ma douleur. J'hurlais par moments. J'expirais fort dans d'autres. Des râles pouvaient me soulager partiellement. Je voyais que ces contractions se rapprochaient, s'intensifiaient. Je n'ai pas pu aller sous la douche. Les douleurs étaient trop fortes. Afid me soutenait, m'encourageait. On répétait à bébé que c'était bien, qu'il fallait qu'il continue. S'il voulait sortir aujourd'hui, nous étions prêts. 2h du matin, on a décidé d'appeler la maternité, car cette fois-ci, les douleurs ne s'arrêtaient pas. Les contractions étaient si fortes que par moments, je ne tenais pas debout. La sage-femme nous a proposé, comme la poche des os n'était pas rompue, d'effectuer le travail chez nous. On a travaillé pour, fait de l'autonomie pour, la méditation pour, le challenge était accepté et semblait totalement atteignable pour nous. Je me suis donc installée, habillée, prête à partir dès que la poche romprait. Je me suis donc installée sur mon ballon et j'ai commencé à faire des exercices du mouvement de bassin pour faciliter la descente du bébé, pour gagner en mobilité. J'ai eu, au bout d'une heure, faim. Cette faim a signé la fin des contractions. À partir de là, ce fut le calme plat. Plus rien, plus aucune douleur, plus aucune contraction. Quelle déception! Tant de souffrance, tant d'espoir réduit, mais au silence. Afid n'a rien dit, mais il était déçu. Il n'a jamais rien montré et aujourd'hui je le remercie de ne pas avoir montré sa déception. J'avais l'impression d'avoir raté quelque chose, fait un faux mouvement. Les jours qui ont suivi, le silence a duré. Une petite déprime prénatale s'est installée. Je me disais que les techniques de grand-mère que j'avais mises en place ne fonctionnaient pas, que j'allais sûrement accoucher à terme, que j'allais accoucher par déclenchement et peut-être même par césarienne et que bébé j'ai pas envie de venir. Tout cela ne correspondait pas à mon désir d'accouchement. Je voulais quelque chose du plus naturel possible. Bébé, s'il te plaît, je veux juste que tu arrives. En parlant de silence, je voulais te raconter le petit dialogue intérieur que je nourrissais avec bébé. Depuis la semaine 28, la semaine de la peur, j'avais un petit rituel avec bébé. Chaque matin, avant de me lever, je lui demandais de ma petite voix intérieure. Je lui disais « Pain d'épices, bonjour, peux-tu montrer à maman que tout va bien ?» Chaque jour, en guise de réponse, j'avais le droit à quelques petits coups. Mais pour couronner le tout, ces jours-là, bébé répondait difficilement. Je devais le stimuler de la main, prendre du sucre au réveil pour qu'il me montre, lui, son éveil. La semaine suivante, ce n'était pas la même chose du tout. Les soirées contractions ont repris de plus belle. Je ne passais plus 1 heure de la journée sans en avoir. J'étais épuisée car les nuits, bébé était actif. La journée, mon utérus était actif. Je n'avais plus 1 minute pour souffler. Je dormais entre 8h et 11h, 3 heures par nuit, quoi. Les discussions que j'avais avec mon homme se résumaient par des comptes rendus de durée et de fréquence de contraction. J'ai eu un énième rendez-vous chez la sage-femme qui m'a indiqué que mon col s'était modifié. Les contractions, c'était pas juste du faux travail. Je déteste ce terme. On devrait dire travail d'entraînement. Le corps ne travaille pas pour rien. Il s'entraîne, se prépare. Et à partir de cette révélation, j'ai pris mes contractions de manière bien plus positive. Mon corps était en plein training pour me permettre d'accoucher le mieux possible. Peut-être plus vite aussi. Oui, bon, j'ai le droit de rêver. Semaine 38, je ne compte plus les heures de pré-travail, les fausses alertes, les nuits qu'Afid a passées avec moi, à me mobiliser, compter les contractions, à me masser, à m'apaiser. On s'est mis en tête pendant ces jours, là, on a décidé d'aller marcher pendant ces jours de pause. Moi, j'essayais de mon côté de descendre et de remonter les 4 étages qui menaient à mon appartement chaque jour. Ou d'autres jours aussi seulement réussir à me lever. Je dis seulement, et il y a bien une connotation péjorative car
Intérieurement, je me traitais vraiment de feignasse, de tous les noms, car je ne bougeais pas mon cul du lit. Trop lourd était-il d'après mes dires. Trop douloureux était-il aussi. Alors que je voyais d'autres femmes enceintes, d'une, deux ou de trois bébés faire des courses, aller danser, travailler. Il faut pas se comparer. Non, jamais. Malgré moi, je l'ai fait. J'ai essayé de me rappeler sans cesse que j'étais en plein travail. Là, actuellement, j'étais en train de construire un être humain. Je suis en travail d'entraînement tous les jours, toutes les nuits, et 24 heures sur 24, semaine 38. Je désespère complètement. Chaque journée ne sert qu'à attendre la suivante. Chaque journée est identique à la précédente. Je vis dans un engrenage qui déraille, qui s'enraye, qui se peine et qui souffre. En début de semaine, on était déterminés. Il faut aller marcher. Apparemment, c'est la technique infaillible. Si tu marches beaucoup, fais du sport et du ménage, tu accouches à coup sûr. Je n'ai plus rien à perdre. Tentons. On a essayé 2 jours. Le premier jour, je n'ai pas pu marcher, plus de 5 minutes, car les contractions étaient trop fortes. Mon corps trop endolori. Le second, parce qu'il n'a pas eu d'autre. Nous avons marché près de 45 minutes, avec une bonne cadence. J'étais plus qu'essoufflée, mais j'étais plus que motivée. On faisait des pauses tous les 20 mètres, car les contractions étaient intenses. Je sentais que la tête de bébé pressait à chaque pas. Mon ventre était si bas qu'il cachait toute mon anatomie basse. Mince alors, si ce n'est pas aujourd'hui, mais j'y comprends plus rien. Je dois serrer les jambes pour marcher. Je dois serrer les dents pour ne pas hurler quand une contraction vient. Je dois rester focus, car je suis dans le flou depuis plus de 2 jours. En effet, parlons-en de cette sensation de flou. Comme je suis obsédée à l'idée d'accoucher, je n'ai plus vraiment réussi à prêter attention aux signes que mon corps m'envoyait. Le premier matin de la marche, en me levant, j'ai dit à mon compagnon que je me sentais floue. Je ne pourrais, encore une fois, désolée, pas décrire cette sensation de manière plus précise, sans passer pour une toxicomane, mais j'étais comme sous emprise de drogue. J'avais cette sensation d'être présente physiquement, mais que psychiquement, je n'étais pas là. On avait regardé le soir d'avant une émission sur les expériences de mort imminente, et les gens se sentaient sortir de leur corps durant ce temps de mort. Je m'étais donc dit que je fabulais. Cette sensation inexplicable, inexpliquée, me faisait ressentir que pour la première fois, depuis très longtemps dans ma vie, je perdais cette connexion si particulière que j'avais avec mon corps. Je suis d'habitude dans une écoute extrême de mon corps, des besoins que celui-ci a. Il en résulte que je peux décrypter assez rapidement quand quelque chose ne va pas, me plaît pas ou est différent. Là, j'étais dans le flou. Un problème de réseau, quoi. J'avais remarqué quelque chose d'assez étonnant qui différait des jours précédents. J'avais très envie de faire pipi. H24, toutes les 5 minutes, et j'avais comme des gouttes. J'avais mis ça sur le compte du ventre et que j'atteignais plus très facilement la partie basse de mon corps pour m'essuyer correctement. Et le deuxième jour de marche, j'étais encore plus dans cet état de transe floue. J'étais joyeuse tantôt, anxieuse d'autres, triste par moments. Je peux aujourd'hui, après avoir pris de la distance, me dire que je baignais dans un espèce de micmac d'émotions et d'hormones. En ce deuxième jour, j'étais encore un peu plus mouillée, même sans avoir envie de faire pipi et même sans avoir bu. J'avais fait le test de la serviette hygiénique et de la culotte. C'est des tests qui consistent à mettre ces différents éléments secs et à voir si au bout d'une heure c'est humide. C'était le cas, mais j'ai encore mis ça sur le compte des effets indésirables de la grossesse. Je transpirais tout, voilà trop. Mais oui, bien sûr, transpirer à ce moment-là, un 30 décembre. En rentrant de notre balade, les contractions se sont apaisées. Bon, ce n'est pas encore pour ce soir, c'est ce que je me suis dit. J'étais cependant fatiguée, dans les vapes à moitié, j'ai donc décidé de faire le ménage. Si la marche n'avait pas marché, le ménage, ça serait la solution. J'ai donc décidé de nettoyer de fond en comble ma chambre, les poussières, les vêtements, l'aspirateur, la serpillière, les fenêtres, afin de me regarder m'agiter avec inquiétude et fascination. Comment quelqu'un qui se dit au bord de l'épuisement peut faire autant de choses? Je ne peux pas l'expliquer moi-même. J'étais juste boostée par l'idée que j'allais peut-être réussir à faire redémarrer les contractions et me délivrer. Rien à déclarer. Je me sentais seulement fatiguée. J'ai fait une sieste qui a duré, jusqu'à ce qu'une sensation d'inconfort me réveille. J'avais le bas mouillé, encore une fois. Je pensais que j'avais fait pipi sur moi. On sait bien que les femmes enceintes en fin de grossesse sont des fuites urinaires, et je pensais en tenir une bonne couche. Alors en allant me changer, je me suis rendu compte que je me sentais pas bien du tout. L'état de flou était de plus en plus prenant. Je me sentais mal, mais pas comme d'habitude. Bon, ce qui va suivre, c'est qu'une reconstruction partielle. Je peux aujourd'hui te dire que j'étais hors de mon corps à ce moment-là, que quelque chose d'important allait se passer et que j'étais prise par les hormones. À 3h du matin, donc le 31, après avoir tourné dans le lit, comme à mon habitude, car bébé faisait la java, que j'avais été aux toilettes 1000 fois pour me vider, littéralement, j'ai pris la décision de réveiller mon compagnon de contraction, car je me sentais partir, je me sentais mal, perdre le contrôle, comme si j'étais dans une espèce de bulle.
Il a tenté de me rassurer, de passer le temps avec moi, de me faire penser à autre chose, car nous savions qu'appeler la maternité serait en vain. Je ne ressentais pas de contraction, et se sentir mal, c'est pas un motif de consultation. Nous savions que ce n'était pas l'accouchement. Pourtant, j'ai quand même insisté, nous avons appelé la maternité, et après un check-up téléphonique de mes symptômes, la sage-femme nous a dit qu'il n'était pas nécessaire de venir, sauf pour nous rassurer si on voulait, mais qu'il n'y avait pas de raison urgente de venir. Sur cette annonce, j'ai encore tenu 1 heure de plus, espérant aller mieux, me rendormir. Je ne sais pas comment expliquer, mais quelque chose m'a poussée à vouloir aller à la maternité. Sachant que cela serait sûrement un aller-retour inutile, j'avais même proposé à mon mari de m'y rendre seul pour le laisser reprendre des forces pour le vrai moment. Encore une fois, je ne sais pas ce qui m'a mis à pousser, mais à la dernière minute, je lui ai demandé de m'accompagner. Encore cette sensation de mal-être. J'étais dans tous mes états, fatiguée, vulnérable et douloureuse. Quelle douleur! Je suis incapable de la décrire. Je ne sais pas ce que mon corps ressentait vraiment à ce moment-là. Nous sommes donc arrivés, bon, j'ai pas conduit cette fois-ci, pour ceux qui se rappellent de la précédente fausse alerte, à la maternité. Nous nous sommes rendus sans nos affaires, car c'était censé être une visite inutile. J'ai de nouveau expliqué mes symptômes, un check rapide de mon état, tension bonne, bébé va bien. Elle me met en place un monitoring. Elle me pose encore quelques questions. Là, je lui explique mon histoire d'incontinence. Elle m'explique qu'on va faire un examen pour vérifier que ce n'est pas la poche des os qui est percée. Le test ressemble à un frottis, ou pour imager, vu que maintenant tout le monde sait ce que c'est comme un test PCR du vagin. Elle regarde en même temps le monitoring et me demande si je suis douloureuse. Pourquoi? C'est ce que je lui ai répondu. Elle m'a juste répondu, vous avez des contractions toutes les 4 minutes. Je ne ressentais rien. C'était ça le flou. Mon corps était en train de m'anesthésier. Elle a jeté un coup d'œil de l'autre côté du monito. Le résultat était plus que certain. J'avais percé la poche des os. Autre info, 2 cm. Elle nous a regardés et nous a dit « On vous garde, vous êtes en train d'accoucher. » Quelque chose comme ça, le flou, tu connais. Ça y est, c'est le jour J. J'ai donc été placée sous antibiotiques, car il y a danger d'infection pour le bébé avec une fissure de la poche des os. Mais je trouve ça fou, ça ressemble pas du tout à ce qu'on peut s'imaginer. Ça ne sent rien, ça fait pas de bruit, ça fuit juste. Cette annonce a fait comme l'effet d'une bombe chez moi. J'avais peur et hâte en même temps. Je n'avais pas peur d'accoucher car je savais que Fidou allait être avec moi, à mes côtés, que nous étions prêts à tant d'éventualités, du meilleur à la pire, que la peur d'accoucher n'était pas d'un sujet. Je craignais de ne pas avoir la force d'arriver jusqu'au bout. J'étais épuisée. C'était la 2e nuit blanche que nous enchaînions. Est-ce que c'est le moment où je fais la blague du jamais 203 ? Nous avons eu un moment de lucidité organisationnelle. Nous n'avions pas pris nos affaires. Fidou était parti les chercher pendant que je restais en salle de travail sur surveillance pour voir comment le travail avançait. Il a demandé à bébé, avant de partir, de lui laisser le temps de revenir. Spoil alert, il avait largement le temps. De mon côté, je changeais régulièrement de position pour gérer les contractions, que je sentais enfin. Elles n'étaient pas si douloureuses que ça, finalement, ces contractions. Le training avait payé. J'ai aussi pris naturellement mon téléphone pour mettre de la musique. Toutes ces musiques qui me rappelaient de beaux souvenirs, qui m'emportaient loin. Mon corps et mon esprit s'alliaient pour me plonger dans un monde de plénitude, de zénitude peut-être. Je me rappelle même m'être extasiée devant le lever du soleil, d'avoir trouvé ça beau et apaisant. À fil des revenus, on nous a proposé de nous permettre de nous installer dans une chambre, et puis nous, de revenir faire un check-up toutes les 2 heures, mais de profiter du calme d'une chambre pour faire ce que nous avions appris, prendre une douche pour les contractions et nous reposer surtout. Le travail n'avançait pas vite, mais finalement, on était bien. Être à la clinique, finalement, c'était plutôt bien, c'était rassurant. J'ai emporté avec moi mes belles images de la maison pour recréer la bulle, ici, dans cette chambre. Les heures défilaient et on s'occupait, rigolait, jouait à des jeux, dansait, marchait pour accélérer le travail, dormait autant que nous le pouvions. J'ai pris une première douche dans la chambre, plus de confort, parce que je vivais toujours en fait cette fuite de poche des os comme des pertes urinaires. J'ai pris une longue douche chaude, mon gel douche à la verveine que j'avais pris. Tout ça pour être vraiment bien. On s'est donc allongé pour la dernière fois, l'un contre l'autre, à 2, pour une sieste. 22h. Je me réveille, après 1 heure de sieste. Je sens les contractions, mais de la douleur cette fois. Pas si forte, mais je le sens, à chaque contraction. Je me redresse, une pression lourde, intense, accompagne une contraction. Un craquement sourd. Une vague de chaleur se répand. « Vite, Afid, lève-toi, je perds les os !» À partir de là, j'ai ressenti que le flou devenait quelque chose de semblable à quelqu'un vraiment de shooté, de déchiré. Quelqu'un qui planait. J'étais concrètement
depuis des jours, shootée aux hormones, je l'ai compris. Petit message de prévention, les hormones, ça fait planer sévère. Ne faut pas en abuser. Bref, on est monté en salle de travail, j'étais à 3 cm. La sage-femme nous a laissé le temps de checker au monito que tout allait bien, une dose d'antibio en supplément, et nous, nos exercices. Minuit, 1er janvier 2022, une femme accouche, je l'entends, c'est rapide, elle hurle. Mais moi, je sens que je perds aussi le contrôle. Les contractions s'accélèrent de plus en plus, les douleurs aussi. Fido est à mes côtés. Chaque instant, il me tient la main et m'aide à gérer les contractions. Il m'encourage. Je reste concentrée sur sa voix. Mon corps est en mode automatique. Il me propose un râle profond et intense pour faire passer la douleur. La sage-femme passe. Je suis à 5 cm. Je me demande à ce qu'on soulage ma douleur. Vite, je tiens plus le coup. Les râles, les techniques, les encouragements ne suffisent plus. Il me faut la péri. Je marche tant bien que mal dans une autre salle. La mienne possède une baignoire, la seule de l'établissement, et je ne peux plus m'en servir depuis longtemps à cause de la rupture de la poche des œufs. Mon corps est capitaine. Je râle, claque des dents, pour ne plus sentir cette douleur si puissante et prenante. Je sais que j'ai mal, mais je ne sais pas quel mal. On s'installe pour la péri. Je ne tremble plus. Mon corps patiente, il attend cette dose. Je sens le produit dans mon dos, on m'allonge. Ça y est, je dois attendre que la douleur passe. La nuit avance, sans douleur ou avec quelques petits pics, que je gère en demandant qu'on me réinjecte des antidouleurs. Les heures passent, bébé va bien. Les centimètres augmentent lentement et doucement, on me change de position, nous sommes en pleine nuit. Bon, la troisième, s'endormir donc. On somnole, on vérifie l'avancement. On essaye quelques poussées pour voir comment je m'en sors. Bien, apparemment. La relève arrive, pas de bébé en vue. Les sages-femmes du 1er janvier de la journée ont fait un travail incroyable. Nous avons vers 9h tenté de pousser debout. Oui, parce que je pouvais tenir debout, assis, allongé. Mon corps a délivré toutes les forces et toute l'énergie qui était en ma possession. Je voulais y arriver par moi-même, sans outils. Mais finalement, au bout de 55 minutes d'effort, j'ai consenti à faire appel à l'obstétricien. Qui dit obstétricien dit outil. Qui dit outil dit sûrement épisiotomie. À ce moment-là, je ne voulais plus essayer. Je voulais juste voir mon bébé. On a rappelé aussi l'anesthésiste, car la péridurale me faisait vomir à la fin et me faisait tourner de l'œil. Il m'a proposé une dose plus adéquate, me permettant de subir l'extraction instrumentale. Bébé faisait le yo-yo uniquement avec mes poussées, mais avec les spatules et une seule poussée, et une épisiotomie plus tard, Afid l'a pris dans ses mains, tout juste à la sortie, et l'a présenté comme Simba dans Le Roi Lion. Il l'a posée sur moi, 10h28. Elle était là. Je pourrais encore une fois pas vous décrire totalement ce que j'ai vu ou ressenti. Mais c'était la plus belle sensation de toute ma vie. J'ai regardé Afid et j'ai pleuré. Oh là, je pleurais vraiment. Ça y est, on l'a fait. Elle est là. Je ne cessais de répéter ça. J'ai vu la plus belle chose de toute ma vie. Certaines femmes ne ressentent pas forcément ce sentiment d'attachement. Moi, il a été instantané, à la seconde même où je l'ai vu. Le reste n'est qu'histoire. Voilà. Waouh, je pleure. C'est la fin du podcast. La semaine prochaine, on se retrouve pour un débrief, une conclusion. N'hésite pas à me poser les questions qui te viennent en commentaire. Je ne parlerai pas du postpartum en forme de podcast, ni des séjours à la maternité. Donc n'hésite pas à me dire si tu veux un retour sur ces sujets-là. N'hésite pas à me raconter aussi ton parcours si tu tombes sur ma vidéo, encore une fois. Ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. En attendant, n'oublie pas de s'abonner, de liker, de commenter la vidéo et mes podcasts s'il te plaisent. Et voilà. Elle est là. 1er janvier 2022.